Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, il a été mathématicien, héros de la Seconde Guerre mondiale et pionnier de l'intelligence artificielle. Nous dressons aujourd'hui le portrait d'Alan Turing. On va découvrir son portrait dans un instant. Mais juste avant, elle a une idée derrière la tech. C'est Milly Adey qui est avec nous en plateau aujourd'hui. Bonjour Milly. Bonjour. De quoi on va parler avec vous? Nous allons parler des 4 piliers d'apprentissage. On voit ça dans un instant. Et juste avant, aujourd'hui est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Vous le savez, de nombreuses voix s'élèvent depuis plusieurs années pour lutter contre ce fléau. Un fléau dont les conséquences sont graves et peuvent être dramatiques. L'actualité des derniers mois en a été le témoin. On va en parler avec notre invitée du jour. Elle s'appelle Axelle Dessin. Elle est en visioconférence avec nous aujourd'hui. Bonjour Axelle. Bonjour. Axelle, vous êtes la directrice d'Internet sans crainte. Vous allez nous présenter tout ça dans un instant. Mais d'abord, on laisse place au focus. Des millions de vies sauvées et une seconde guerre mondiale écourtée. On le doit à un mathématicien britannique. En effet, grâce à ses travaux et à sa machine, Alan Turing a pu décrypter le code Enigma. Déborah Rimbaud revient pour nous sur le parcours du père de l'informatique moderne. Son génie a permis aux Alliés de remporter la Seconde Guerre mondiale. Alan Turing est un mathématicien anglais né en 1912. Passionné par les sciences dès l'enfance, à l'âge de 16 ans, il découvre les travaux d'Albert Einstein, les comprend et les met même en perspective. Il poursuit ensuite des études de mathématiques au King's College de Cambridge. À 24 ans, il commence à travailler sur la machine de Turing et publie ses recherches dans un article. Il établit une limite entre ce qui est calculable et ce qui ne l'est pas. Ce qui est calculable peut être prédit, le résultat sera toujours le même. Le non calculable, en revanche, peut évoluer de manière imprévisible. Surtout, Turing montre que ce qui est calculable peut être décomposé en un nombre défini d'étapes, chaque étape pouvant être réalisée par une machine. Avec sa machine, qui n'existe alors que sur le papier, Alan Turing vient d'inventer l'ordinateur. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, il est recruté par les services secrets britanniques. Avec son équipe, le mathématicien a pour mission de décrypter les messages codés envoyés par la machine allemande Enigma à la flotte navale nazie. À partir de 1942, la quasi-totalité des messages interceptés sont déchiffrés grâce au génie de Turing et de ses collègues. Grâce à cette prouesse, des dizaines de milliers de vies sont épargnées. Les Alliés font un grand pas vers la victoire. Après la guerre, Alan Turing reprend ses travaux sur sa machine qui deviendra l'ordinateur. En 1950, il rédige un article intitulé « L'ordinateur et la machine ». Ce texte est aujourd'hui reconnu comme étant la base de ce qui deviendra l'intelligence artificielle. Les 2 dernières années de la vie d'Alan Turing sont bien plus tragiques. À une époque où l'homosexualité constitue encore un crime, une aventure avec un homme le conduit au tribunal. Il plaide coupable pour conduite indécente réitérée avec un autre homme. Pour éviter la prison, il accepte la castration chimique. Le 7 juin 1954, Alan Turing se suicide en croquant dans une pomme au cyanure. Ce n'est qu'en 2013 que la reine Elisabeth II le gracie à titre posthume pour son homosexualité. Après être resté longtemps méconnu, la vie d'Alan Turing est portée au grand écran dans le film The Imitation Game en 2014. Et depuis 1966, le prix Turing est remis, l'équivalent du prix Nobel pour l'informatique. Aujourd'hui constitue l'un des temps forts du programme national de lutte contre le harcèlement scolaire. L'occasion pour les communautés scolaires et leurs différents partenaires d'organiser des manifestations au sein des écoles et en dehors pour sensibiliser encore et toujours sur le sujet du harcèlement. On va en parler dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés, en visioconférence, Axelle Dessin, la directrice d'Internet sans crainte. Axelle, Internet sans crainte, c'est le programme national de sensibilisation pour accompagner les jeunes dans une meilleure maîtrise de leur vie numérique. Vous vous engagez notamment auprès des jeunes et de leurs parents pour lutter contre les mauvaises pratiques et les dangers d'Internet. En cette journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, on va aborder avec vous ce sujet de société important et nécessaire à décrypter. Peut-être une première question pour commencer, Axelle. Quand on parle de harcèlement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a effectivement tout un ensemble d'actions. Ça peut prendre différentes formes. Ce qui est embêtant en fait finalement, c'est qu'on nous parle déjà de harcèlement, qu'on aborde le sujet sous l'angle du harcèlement ou du cyberharcèlement, parce qu'on est déjà finalement dans quelque chose d'assez dramatique quand on est au niveau du harcèlement et du cyberharcèlement, puisqu'on est dans une violence qui se répète et qui dure dans le temps.
C'est pour ça que nous, on aimerait qu'on parle davantage de violence, de cyberviolence, pour pouvoir alerter en fait dès les premiers signaux. C'est un fléau dont l'importance aujourd'hui, Axel, est difficilement mesurable. Alors, on a quand même des informations. On sait qu'à peu près un enfant sur 10 est concerné par le harcèlement. C'est un enfant sur 5 quand on parle de cyberharcèlement et on est à un peu plus d'un enfant sur 2 quand on parle de cyberviolence. C'est pour ça que c'est important de parler aussi de ces premières violences qu'il faut enrayer le plus tôt possible pour éviter justement que ça devienne du harcèlement ou du cyberharcèlement. Vous le savez, depuis ces dernières semaines, notamment depuis la rentrée, on en parle beaucoup de ces faits divers liés malheureusement au harcèlement et cyberharcèlement. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que la prévention est assez importante dans les écoles notamment ? Non, très certainement pas assez, mais l'important c'était déjà qu'il y ait cette prise de conscience, que ça devienne un sujet et que ce soit plus aussi que le sujet de l'école. Qu'on se rende compte que c'est un sujet effectivement qui ne concerne pas que l'élève, mais l'enfant dans son ensemble, y compris en dehors de l'école, sur ses réseaux sociaux, dans son espace numérique, dans les espaces aussi éventuellement où il fait du sport. Donc aujourd'hui, c'est un mot qui est entendu, c'est un mot qui est reconnu, qui est qualifié. On sait aussi ce qu'il y a derrière en termes de comportement, parce qu'il y a le cas du harcèlement, mais le cyberharcèlement, ça touche aussi toute une série de pratiques qu'il était important de connaître et de qualifier. Et maintenant, effectivement, il faut mettre davantage l'accent sur la prévention. Et la prévention, on va avoir l'occasion d'en reparler, elle ne concerne pas que la prévention au harcèlement. Elle touche plein d'autres sujets qu'il est important de prendre en compte avec les jeunes pour leur éviter justement de se retrouver dans ces situations. Alors justement, Axel, quels sont ces sujets que vous abordez notamment avec Internet sans crainte pour la prévention ? Nous déjà, ce qui nous semble essentiel, c'est de parler du vivre ensemble, de l'empathie. On a beaucoup parlé dans les annonces gouvernementales de la rentrée. C'est vrai que c'est clé, que c'est pas forcément inné pour les enfants d'abord de vivre en collectivité et que ça se passe bien. Donc ce travail sur l'acceptation de soi, des autres, le respect des autres, l'empathie, il est clé. Et effectivement, ensuite, quand on parle de cyberharcèlement, ça passe aussi par une bonne utilisation des outils en ligne, de bien connaître les règles des échanges en ligne, connaître les règles des réseaux sociaux et de savoir aussi quels sont ses droits et ses devoirs en ligne. Il y a assez peu d'informations sur ce sujet aujourd'hui. Pour autant, c'est clé pour éviter de se retrouver dans des situations qui peuvent amener à du cyberharcèlement ensuite. Je rebondis effectivement sur ce que vous disiez sur les courbes d'empathie dont le ministre de l'Éducation nationale a fait la promotion, notamment en début d'année. On le sait, ça existe déjà au Danemark. Au Danemark, on parle beaucoup aussi des soft skills, toutes ces compétences douces dont Milly, d'ailleurs, notre chroniqueuse du jour, en a parlé lors des dernières émissions. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que pour lutter contre le harcèlement, le cyberharcèlement et toute forme de violence envers les enfants, il faut d'abord et avant tout apprendre à se connaître, apprendre ces valeurs de respect, de compréhension de l'autre ? Bien sûr, c'est clé. On a trop tendance à penser que c'est inné, que c'est une évidence. Or, il faut se rappeler puisqu'on parle de harcèlement scolaire, qu'un groupe classe, c'est un groupe finalement imposé. À l'entrée dans l'adolescence, il va y avoir aussi des nouveaux enjeux qui vont se mettre en place, de se positionner par rapport à un groupe. Et certains font malheureusement le choix de se mettre de ce qu'ils pensent être du côté des plus forts, tout simplement pour des enjeux de popularité, pour être acceptés, et pour cela s'en prendre à ce qu'ils vont juger comme étant les plus faibles. Donc, et malheureusement, on se rend compte que les enfants les plus exposés vont être des enfants qui vont être identifiés avec une différence, qui peut être un handicap, qui peut être issu d'une minorité ethnique. Voilà, on sait aujourd'hui que les minorités sont beaucoup plus exposées à ces faits-là. Donc c'est important de très en amont travailler ce vivre ensemble, tout à fait. Les parents qui sont confrontés malheureusement à la douleur de leur enfant disent souvent que l'école ne fait rien. Alors est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'en France, le ministère, les institutions éducatives, les écoles sont à la hauteur de ces situations de mal-être ? Alors, c'est plus le cas aujourd'hui, l'école ne fait pas rien. Je pense qu'il y avait toute une culture à changer de la part des adultes autour de la parole de l'enfant, notamment, de l'écoute de cette parole de l'enfant, de ne pas minimiser aussi la violence et la douleur que peuvent vivre les enfants. Je pense qu'aujourd'hui, ça y est, c'est entendu, qu'il y a aussi des dispositifs qui sont mis en place. Vous en avez parlé en introduction. Ce programme phare existe maintenant depuis 3 ans et depuis 1 an. Il a été généralisé, il s'est ouvert aussi au lycée à la rentrée, donc il existe aujourd'hui un dispositif
bien sûr, il faut encore du temps pour que les mentalités changent, que les équipes aussi soient formées, que les dispositifs se mettent en place. Mais il y a aujourd'hui une structure qui se construit au sein de l'école pour pouvoir à la fois accueillir cette parole en amont, faire de la prévention et agir une fois que le problème est identifié. Est-ce que le problème justement dont vous parlez, Axel, ne tient pas aussi dans le fait que les enfants ne sont pas toujours crus ou soutenus quand ils font part ou quand ils sont témoins de situations de violence, d'harcèlement, cyberharcèlement? Je pense notamment à la réponse que le rectorat de l'Académie de Versailles a envoyée aux parents de Nathan, ce jeune de 15 ans qui a été retrouvé pendu dans sa chambre alors qu'il avait alerté depuis des mois sur des situations de cyberharcèlement et de harcèlement en cours, en classe. Est-ce qu'on les croit, ces enfants, aujourd'hui? C'est difficile? Je pense que là, la parole se libère et elle va être davantage entendue, mais c'est vrai qu'on a grandi aussi avec un peu cette idée que ça ne tue personne, que ça fait partie de l'apprentissage. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas normal d'être à l'école avec la peur au ventre, ce n'est pas normal de se faire insulter, ce n'est pas normal de ne pas être accepté par son groupe classe. Et de l'autre côté, c'est important que les enfants entendent aussi que c'est interdit de malmener l'un de ses élèves, de l'insulter et de le harceler. C'est pour ça, et c'est aussi pas mal ressorti dans les sujets de discussion ces derniers temps, le problème c'est de tout prendre aussi sous l'angle du harcèlement. Ça complexifie aussi la manière j'ai envie de dire, de doser la gravité des situations. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément attendre que ce soit du harcèlement pour en parler. Or, aujourd'hui, n'en parler que sous l'angle du harcèlement, ça laisse entendre aussi aux enfants que tant que ça reste des insultes, des petites moqueries, c'est pas encore grave. Or, c'est ça qui est déjà grave en fait. Et je pense qu'il faut encore faire évoluer les mentalités pour qu'on ne parle pas uniquement du harcèlement, mais de tout ce qui se passe en amont pour éviter justement qu'on arrive à ces situations dramatiques. Parce que je le redis, le harcèlement, on est déjà dans une situation grave et durable qui a des impacts aussi durables sur la victime. Effectivement, merci Axel. J'ai parlé de Nathan, c'est bien Nicolas, effectivement, dans l'Académie de Versailles. Toutes mes excuses. Est-ce que vous estimez aujourd'hui, Axel, que la parole se libère, notamment grâce à l'essor de ces communications autour du harcèlement sur les réseaux sociaux? Est-ce que les jeunes sont plus à même d'en parler à leurs parents, à leurs enseignants, à des adultes de confiance aussi? Il y a encore du chemin parce que effectivement, je pense que l'adulte autour de l'enfant est celui qui va être le moins identifié par l'enfant comme celui auquel il peut se confier, que ce soit son enseignant ou que ce soit son parent, surtout quand ça concerne le cyberharcèlement, parce que l'enfant va toujours avoir peur qu'on lui retire les écrans ou qu'on pointe le fait qu'il ne s'est pas forcément bien comporté. Donc effectivement, il y a un rôle de la part des parents à jouer très en amont avec les premiers équipements, pour parler de ce sujet, de dire que ça peut aborder et de transmettre aussi toutes les bonnes pratiques des échanges en ligne, tout ce qui concerne le paramétrage et la sécurisation sur ces réseaux sociaux, de connaître les outils aussi de signalement qui existent en ligne et de surtout avoir en tête très tôt que d'un côté, ce n'est pas normal de se faire insulter, qu'on ne doit pas accepter la première insulte, la première moquerie, et que de l'autre côté, c'est interdit. C'est-à-dire qu'on ne doit pas non plus formuler des insultes, des moqueries, liker une image ou un commentaire qui est dévalorisant. C'est ce premier geste en fait qui doit être arrêté. Merci beaucoup Axel. On rappelle aussi le numéro d'écoute dédié aux jeunes victimes et témoins de harcèlement et cyberharcèlement, le 3018. Axel, on va continuer nos échanges. On va parler aussi évidemment d'Internet sans crainte, ce programme que vous dirigez. Et puis on va parler de vos actions aussi menées tout au long de l'année. D'abord, on va faire un tour du côté de la Planète Tech. Images, vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Deniau. Dance for me,
Hi there. Today I'm going to show you how you can tune physics so you can make your own tennis ball. Alright, so I already modeled my ball, so we can jump straight into the physics editor. Now, with the push of a button, you can enable physics. And most of the time, that's all you'll ever need to do. But we are making a ball, and it needs... Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée Axelle Desain, la directrice d'Internet sans crainte. Axelle, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Milly Adaï qui a une idée derrière la tech. Milly, vous allez nous parler aujourd'hui des 4 piliers d'apprentissage. J'en suis convaincue, l'école du futur commence à la maison. Et aujourd'hui, nous allons parler des 4 piliers d'apprentissage. Ce sont les fondations sur lesquelles repose une éducation solide et durable. Donc, dans l'ordre, il y a l'attention, l'engagement actif, le retour sur erreur et la consolidation. 4 clés qui boostent la connaissance. Alors, vous nous l'avez dit, l'attention est donc le point de départ de tout ce processus d'apprentissage, c'est ça? Vous nous en dites plus? L'attention, c'est bien le premier pilier. C'est la capacité à se concentrer sur une tâche ou une information en excluant toute distraction. Quand on est attentif, notre esprit est ouvert et réceptif aux informations qui nous entourent. C'est comme si on était prêt à recevoir et à assimiler des nouvelles idées. L'attention a le pouvoir de stimuler la curiosité et de réduire les erreurs d'inattention. Et en dehors de l'école, l'attention est également cruciale dans de nombreux aspects de la vie. Elle joue un rôle majeur dans la réussite professionnelle car elle permet de se concentrer sur des tâches complexes, de résoudre des problèmes et de prendre des décisions éclairées. Alors Milly, comment est-ce qu'on peut la développer justement, cette capacité d'attention? Avec les réseaux sociaux et toute la technologie, ce n'est vraiment pas facile. Alors on peut renforcer cette capacité d'attention avec des jeux qu'on peut faire en famille comme des puzzles ou encore des mémorises. Et pour réduire la distraction, on peut notamment utiliser la méthode Pomodoro. Pour l'utiliser, en fait, il s'agit de choisir une tâche à accomplir et d'alterner entre des sessions de travail de 5, 10, 15, 20 minutes en fonction de l'âge de l'enfant, avec des sessions de pause de 5 à 10 minutes. Et ensuite, on reprend le cycle. Alors ça, c'était pour l'attention. Le deuxième pilier, vous nous dites que c'est l'engagement actif. L'engagement actif permet de créer un environnement propice à la rétention des connaissances et au développement des compétences. Pour développer l'engagement actif en tant que professeur, par exemple, on peut booster la participation, encourager les questions, la prise de notes ou encore utiliser des activités de groupe pour impliquer chaque élève. Lorsque les élèves s'engagent dans leur processus d'apprentissage, leur mémorisation est renforcée. Ils sont de plus en plus susceptibles à se rappeler des choses qu'ils ont apprises. Ils sont également mieux préparés à appliquer ces compétences dans des situations réelles. Est-ce que ça aura aussi un impact dans la vie professionnelle de ces jeunes ? Avoir cette compétence est un atout précieux pour leur avenir professionnel. Les personnes qui prennent des initiatives, qui posent des questions pertinentes et sont prêtes à s'investir activement dans leur travail sont souvent plus performantes et plus efficaces. L'engagement actif encourage également la pensée critique et ça incite les apprenants à remettre en question, à évaluer, à discuter des informations qu'ils reçoivent. Et ça, vous en doutez bien, c'est essentiel dans une société où la capacité à analyser et à comprendre de manière critique est de plus en plus importante. Alors Milly, beaucoup de jeunes, d'enfants ont peur de participer en classe, notamment parce qu'ils ont peur de se tromper et de faire face au regard des autres. Comment on peut les aider ?
Le troisième pilier, c'est justement le retour sur erreur. Il est important de faire comprendre aux apprenants que les erreurs ne sont pas des échecs, mais c'est des opportunités de mieux apprendre. C'est en corrigeant ces erreurs qu'on progresse. Il faut même, je dirais, encourager les erreurs. Lorsque les élèves identifient et comprennent leurs erreurs, ils sont mieux préparés à les éviter à l'avenir. Le feedback bienveillant des enseignants joue un rôle clé et le retour sur erreur enseigne également la résilience. Plus on montre aux apprenants qu'il est normal de se tromper et que nous-mêmes, en tant qu'adultes, on se trompe, moins ils auront peur de faire des erreurs et de réessayer. Et en dehors de l'éducation, le retour sur erreur est une compétence précieuse. Dans le monde professionnel, c'est souvent utilisé pour évaluer la performance, la qualité du travail. Et les entreprises qui encouragent le retour sur erreur sont mieux préparées à l'innovation et à l'amélioration continue. Alors Milly, après avoir fait tout ça, avoir utilisé son attention, avoir eu un engagement actif et compris l'importance du retour sur erreur, il faut consolider tout ça, c'est ça? Le quatrième pilier, c'est donc la consolidation. Il est important de retenir que l'apprentissage ne se termine pas à la fin de la leçon. Il faut lire, discuter avec ses proches, appliquer ce qu'on a appris pour que l'information reste ancrée dans sa mémoire. La consolidation consiste à renforcer et à ancrer les informations et les compétences dans la mémoire à long terme. Elle permet de préserver ce qu'on a appris, de la rendre durable et disponible pour une utilisation future. Un exemple de consolidation, par exemple, consiste à encourager les élèves à réaliser une carte mentale qui retrace les choses qu'on vient d'apprendre. Et il y en a plusieurs sur le site mescartesmentales.fr, comme on le voit à l'écran. La consolidation favorise donc également la flexibilité mentale parce que les informations consolidées peuvent être adaptées et réutilisées de manière différente. Dans le monde professionnel, notamment, la consolidation des compétences permet d'ailleurs de rester compétent dans son domaine. Donc on a, grâce à vous, Milly, toutes les compétences, toutes les clés pour apprendre de manière efficace? Oui, en conclusion, ces 4 piliers d'apprentissage sont essentiels pour développer des apprenants actifs et autonomes. Ils sont la clé pour réussir à l'école et dans la vie. Merci beaucoup, Milly, pour cette chronique. Et puis, nous, on va lancer tout de suite la deuxième partie du ZAP. Le harcèlement à l'école, qui en France toucherait un élève sur 10, vous le savez, toujours autant au cœur de l'actualité en cette rentrée, après notamment une série de cas dramatiques et autant de polémiques sur la gestion des cas de harcèlement en classe, à la suite notamment du suicide du jeune Nicolas, 15 ans, qui s'est donné la mort à Poissy au lendemain de la rentrée. On va continuer à parler justement sensibilisation avec notre invitée du jour, Axelle Dessein, la directrice d'Internet sans crainte. Axelle, de retour avec vous. Pour sensibiliser les collégiens et les lycéens au harcèlement et au cyberharcèlement, vous avez créé un Serious Game, Stop la violence, un jeu en ligne dans lequel, si on comprend bien, l'ado se glisse dans la peau d'un enquêteur au collège à la recherche d'indices de harcèlement, c'est ça ? C'est exactement ça. En fait, ce Serious Game propose plusieurs enquêtes et on en a une toute nouvelle qui vient de sortir qui permet justement d'aborder à la fois les différents mécanismes du harcèlement. Ça va lui permettre de comprendre qu'il y a plusieurs acteurs qui sont en cause. Ça se passe en fait au sein d'un établissement scolaire. Il s'est passé quelque chose. Il y a un des élèves qui est soit plus à l'école, soit qui a un comportement qui a changé. Et il va devoir enquêter pour comprendre ce qui s'est passé. Et au fur et à mesure de son enquête, il va découvrir que cette personne est victime de harcèlement. Ça va lui permettre de se mettre à la place des différents protagonistes, des différents témoins, de savoir comment ils ont agi, ceux qui sont restés passifs, ceux qui ont été actifs pour faire en sorte que ça s'arrête. Et l'objectif, c'est vraiment de travailler l'empathie des jeunes, de leur faire se mettre à la place des autres, de comprendre leurs émotions, de comprendre ce que la victime a pu ressentir au fur et à mesure, de comprendre le rôle de chacun et surtout, à terme, de lui donner les moyens d'agir pour quand il sera confronté à ce type de situation. Quels sont les retours justement des jeunes, des collégiens qui utilisent ce Serious Game, cette nouvelle plateforme ? Effectivement, ça les met à la fois dans des cas concrets qui sont proches de leur quotidien, puisque ça se passe dans un établissement scolaire. Donc, on travaille en fait toujours avec des jeunes pour construire. Nous, on travaille beaucoup avec des panels jeunes pour construire nos ressources. On travaille aussi avec des experts du terrain. Là, on sort justement aujourd'hui, à l'occasion de la journée non-harcèlement, une nouvelle enquête qui est sur la violation de contenu intime de mineurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On va se retrouver plongé dans l'histoire d'Hugo,
qui au départ a partagé un contenu intime à sa petite amie dans le cadre de sa relation, et puis cette image lui a échappé. Et on va voir du coup les conséquences que ça peut avoir ensuite. Donc ça leur permet vraiment aussi de prendre conscience de ce qu'ils peuvent faire réellement. Et prendre conscience aussi de la place du témoin. Parce que très souvent, les jeunes vont se sentir pas concernés par le harcèlement parce qu'ils ne sont ni victimes ni harceleurs. Et c'est important qu'ils se rendent compte qu'en tant que témoins, ils ont la possibilité soit d'aggraver la situation, si jamais ils sont partie prenante, soit, et c'est ce qu'on veut plutôt encourager, de l'arrêter. D'être celui qui va être à la fois à l'écoute de la victime pour lui faire prendre conscience que ce qu'elle vit n'est pas normal et qu'elle a besoin d'être aidée et que ça doit s'arrêter. Mais elle peut aussi avoir ce rôle d'aller alerter l'adulte et d'aller voir les harceleurs pour leur dire aussi que leur comportement n'est pas normal. Donc c'est cette dynamique-là qu'on veut encourager avec cet outil. Ouais, la lutte du harcèlement qui est un travail d'équipe, on le comprend bien en tout cas avec vous. Axel, à l'occasion de cette journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, a annoncé que 2 heures seront banalisées dans tous les établissements scolaires de France et dédiées à la lutte contre le harcèlement scolaire. Est-ce que vous estimez que c'est assez ? Est-ce qu'il ne faut pas au contraire une sensibilisation peut-être un peu plus sur le long terme ? Alors, c'est déjà bien, je veux dire, entre rien et 2 heures, s'il peut déjà y avoir 2 heures, et les établissements scolaires ont énormément de travail, les enseignants ont déjà leur programme à gérer, s'ils peuvent intégrer déjà 2 heures dans l'année pour faire de la sensibilisation, c'est clé. Évidemment, c'est pas suffisant puisque c'est une sensibilisation au long cours, mais si les élèves ont le plus tôt possible 2 heures de sensibilisation chaque année, ça permettra effectivement de mieux faire connaître la problématique et leur donner surtout les moyens d'agir. On parle aussi d'un questionnaire sur le harcèlement scolaire qui serait à remplir par tous les élèves à partir du CE2 dès la rentrée. L'objectif étant de déceler d'éventuelles situations de harcèlement scolaire. C'est une initiative que vous saluez aujourd'hui, Axel ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est un travail qu'on avait pu mener dans le cadre d'un comité des parents contre le harcèlement avec un certain nombre d'acteurs et où la solution qu'on avait proposée était justement de travailler à une grille qui permet à la fois aux enfants mais aussi aux parents de déceler des situations. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, plein de jeunes n'ont pas forcément conscience que ce qu'ils vivent au quotidien, parce qu'ils l'ont banalisé, parce que peut-être leurs harceleurs ont banalisé la situation, ne se rendent pas compte que ce qu'ils vivent est déjà de la violence qui nécessite d'être alerté ou enrayé. Et de la même manière, les parents ont besoin aussi d'outils pour pouvoir identifier que leur enfant traverse quelque chose peut-être d'anormal, parce que aujourd'hui il y a une confiance effectivement à renouer entre les adultes et les enfants autour de ce sujet, et que malheureusement les enfants n'identifient pas encore assez bien les adultes comme des personnes auxquelles se confier sur ces sujets-là. Écoutez Axel, la transition est toute trouvée parce que je voulais effectivement vous parler de ce programme dédié chez Internet sans crainte pour les parents, pour aider à leur parler harcèlement, c'est ça ? Quelles sont les clés que vous venez donner à ces parents aujourd'hui ? Effectivement, on a Internet sans crainte, on a une centaine d'outils gratuits pour justement permettre d'aborder des sujets d'éducation numérique avec ses enfants. Et c'est vrai que sur la thématique du harcèlement et du cyberharcèlement, c'est celle sur laquelle on a le plus de ressources puisqu'on en a une trentaine. Et pour les parents, on a une série qui s'appelle Parents, parlons-en, le harcèlement, qui en 5 courte vidéo de 2 minutes leur donne vraiment des clés très très concrètes pour en parler, pour sensibiliser, pour savoir comment agir si son enfant est victime, mais aussi, et on n'en parle pas assez, si son enfant est harceleur, parce que l'enfant harceleur est aussi un enfant qui a besoin d'être écouté et dont la parole doit pouvoir se libérer pour comprendre et enrayer la mécanique, parce qu'il est souvent, et parfois en tout cas, victime lui-même d'un système où il a cru qu'il fallait qu'il se mette de ce côté-là pour être populaire, pour être reconnu. Donc il a aussi besoin d'être entendu et écouté. Donc l'idée, c'est d'apporter vraiment des conseils très concrets et très pratiques dans un format qui est accessible en fait à tous les parents. Un format plutôt visuel où ce sont des parents qui parlent à d'autres parents. Pour mener à bien vos actions, vous pouvez aussi compter sur un réseau d'ambassadeurs d'Internet sans crainte au niveau local qui intervient auprès d'associations et de réseaux éducatifs pour des campagnes préventives. Qui sont ces ambassadeurs, justement ?
Alors effectivement, Internet sans crainte, on fait des outils et on s'appuie sur un réseau d'ambassadeurs pour pouvoir les diffuser sur le terrain et être aussi à la rencontre des différents acteurs sur le terrain pour transmettre ces bonnes pratiques numériques. Donc c'est un réseau d'acteurs très diversifié puisqu'on a des grandes antennes de l'éducation populaire comme la Ligue de l'enseignement, les CMEA, les Franca, des associations familiales aussi comme Famille Rurale, puisque l'objectif c'est de pouvoir adresser à la fois des jeunes, mais aussi les parents, et les gens finalement là où ils sont. Puisqu'aujourd'hui, la difficulté autour des sujets d'éducation numérique et de sensibilisation, même autour du harcèlement, c'est les parents qui se déplacent dans les conférences dédiées sont déjà des personnes très informées et c'est pas celles-là qu'on cherche à toucher. Donc en travaillant avec ce réseau, et qui sont aussi des associations très locales, on a vraiment des structures de taille très différentes. Ça nous permet de toucher tout le territoire, de les former à la prévention aux bonnes pratiques numériques, de les former à nos outils, de les outiller donc et de les former pour leur permettre d'adresser ces personnes là où elles sont. Voilà, donc vous l'aurez compris, un sujet important, essentiel même, et qui ne laisse évidemment personne indifférent. Parlez à vos enfants, écoutez-les, accompagnez-les aussi sur ce chemin de la maîtrise de leur vie numérique. Écoutez et soyez attentifs aux premiers signes d'alerte qu'on a évoqués avec vous, Axel Dessein. Merci beaucoup parce que c'est important. Je rappelle aussi le numéro d'écoute destiné aux jeunes victimes et témoins de cyberharcèlement et de harcèlement, de toute forme de violence sur Internet. Il s'agit du 3018. Merci encore à vous infiniment, Axel Dessein. Vous êtes, je le rappelle, la directrice d'Internet sans crainte, une belle initiative qu'on a souhaité mettre en avant aujourd'hui dans l'école du futur. Merci aussi à notre chroniqueuse du jour, Milly Adaé, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Milly. Revenez très vite. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, nous, on se retrouve demain dans l'école du futur. Bonne journée.